L'autre célébration faite en fin de semaine dernière, c'est celle de la Journée internationale de lutte contre la corruption. L'Agence nationale en charge du combat contre ce fléau qui gangrène la Guinée et son administration notamment en a profité pour mettre à disposition un numéro vert et une adresse e-mail, des moyens qui s'offrent donc aux citoyens pour dénoncer des présumés cas de corruption sur l'ensemble du territoire national. Des faits qui ont déjà coûté, il faut le rappeler, son poste à ministre de la Transition, le limogeage de Yaya Sow ainsi que la création il y a un an de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, traduit aux yeux d'une partie de l'opinion l'engagement des nouvelles autorités à lutter contre la corruption. Alors la Guinée est-elle sur le bon chemin? Y a-t-il une réelle volonté politique de venir à bout de ce phénomène? Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité, mais bien avant Emma, Charles Wright s'est fait entendre. Hein? Oui, le communiqué... En parlant de corruption, justement. Justement, le communiqué est tombé il y a juste quelques minutes. Mais la nouveauté cette fois, c'est que Charles Wright demande en fait la poursuite d'un agent en fonction, donc un agent de l'administration du CNRD. Et c'est quand même assez préoccupant parce qu'il s'agit du directeur général de la CENTIF. La CENTIF, c'est la cellule nationale de traitement des informations financières. C'est un service très stratégique de l'État. C'est un service qui observe pratiquement toutes les transactions financières qui s'opèrent dans le pays, et c'est un service qui collabore avec les institutions internationales chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Donc tout ce qui concerne en fait les mouvements de fonds suspects en Guinée, c'est la CENTIF qui en fait la surveillance, qui analyse, qui interprète et qui alerte quand il y a problème. Et donc, selon en tout cas le communiqué de Charles Wright, le directeur général de la CENTIF qui a en fait poussé le ministère de la Justice à engager des poursuites judiciaires contre 187 personnes, vous vous rappelez la longue liste de 187 personnes, dont le président Alpha Condé et pratiquement l'ensemble de son gouvernement, que c'est la CENTIF qui a déclenché qui a demandé à ce que cette poursuite soit déclenchée, et la CENTIF refuse finalement de fournir les informations sur lesquelles on peut vérifier les faits allégués, en tout cas les faits pour lesquels on poursuit les 187 personnes, Alpha Condé et les autres. Le directeur général de la CENTIF, semble-t-il, a refusé de collaborer lorsque la justice lui a fait la demande. Et à un moment, la justice a donc décidé de le contourner. Le dossier a été transmis à un pool d'enquêteurs, donc de la direction centrale des investigations de la gendarmerie nationale. Mais cette direction également peine à avoir accès aux informations justement qui concernent les transactions reprochées à ces 187 personnes. Le directeur général, semble-t-il, a ces informations. Il refuse de les mettre à la disposition des enquêteurs. Et selon Charles Wright, il serait en train donc de protéger les 187 personnes dont il s'agit. Il faut rappeler que la CENTIF, c'est un service public. Donc c'est un service qui appartient à l'État, qui donc doit fournir, qui a le devoir de fournir ces informations pour permettre à la justice de déclencher les poursuites judiciaires contre des personnes, disons, contre lesquelles il peut y avoir des soupçons de corruption, des soupçons de détournement, des soupçons de financement du terrorisme, des soupçons de blanchiment de capitaux. Il refuse de fournir ces informations, et Charles Wright donc vient de demander à la justice, au parquet général notamment, d'engager des poursuites judiciaires contre lui. Nous reviendrons sur cette demande du ministre de la Justice, Charles Wright. En attendant, nous allons retrouver notre invité Aliou Bari. Il est le directeur général de StatView International. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bari. Et bonjour, madame. Merci donc de m'avoir surpris mes thèmes. Bienvenue donc dans le supplément. Première question avec vous, oui. Alors, M. Bari, nous parlons aujourd'hui de la journée de la lutte contre la corruption qui est célébrée chaque année, le 9 décembre de chaque année. D'abord, avant de rentrer certainement dans le vif du sujet, quel est aujourd'hui le tableau concernant la corruption, la lutte contre la corruption en République de Guinée? Oui, ce qu'on peut dire en ce qui concerne la lutte contre la corruption, c'est vrai que ces derniers temps, pour être plus précis, disons ces 2 dernières années, on voit des actions concrètes sur le terrain en matière de lutte contre la corruption, parce que c'est quand même la première fois que nous voyons qu'un gouvernement en place essaie de traquer tous les bandits à col blanc. Il y a la récupération de l'argent frais. C'est de l'argent frais qui est mis à la disposition du gouvernement. Il y a des actions concrètes qui sont en train d'être menées. On sent la volonté politique. Mais ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est que tout cela doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie
pour que ce soit des actions pérennes, des actions durables. Il y a la mise en place de la CRIEF qu'il faut saluer. Il y a l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'institutions qui luttent contre la corruption en Guinée. Mais le problème chez nous, c'est la coordination. La coordination pose problème. Il y a beaucoup d'organes. Et le problème, c'est que nous avons l'impression que ces différents organes-là se marquent dessus. Alors, M. Barry, de tous ces organes dont vous venez de citer, il n'y a que la CRIEF qui a quand même fait des actions tangibles sur le terrain. Sa mise en place est récente, le 2 décembre 2021. Depuis sa mise en place jusqu'à maintenant, elle a engagé de nombreuses procédures judiciaires contre des personnes qui sont soupçonnées en tout cas de faire des crimes économiques. Mais vous avez parlé de l'Agence de lutte contre la corruption. Pourquoi, selon vous, cette coordination n'était pas, en tout cas, au rendez-vous pour pouvoir véritablement lutter contre la corruption? Il a fallu que la CRIEF arrive pour pouvoir, n'est-ce pas, engager des poursuites judiciaires contre ces personnes soupçonnées. Mais ce n'est pas des moyens mis à la disposition de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, des organes de lutte contre la corruption. Et quand on crée un organe de lutte contre la corruption, cet organe doit être en principe indépendant, autonome et doté de tous les moyens lui permettant effectivement d'agir. Vous prenez des agences de lutte contre la corruption dans les pays voisins. La Sierra Leone, ici, il y a plus de 200 travailleurs. Vous avez plus de 200 fonctionnaires et vous avez des spécialistes dans tous les domaines. La corruption, le phénomène, il est vaste. Ça touche tous les secteurs et il y a plusieurs formes. La corruption revêt plusieurs formes. Donc, il faut des spécialistes dans chacun des domaines. Quand on parle de corruption dans le secteur minier, ce n'est pas la même chose que la corruption dans le secteur des transports. Ce n'est pas la même chose que la corruption dans les infrastructures routières, dans le secteur de la santé et de l'éducation. Les formes ne sont pas les mêmes. Il y a tout ce dont on parle aujourd'hui, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, etc. Tout ça, ça mérite d'être donc bien expliqué et que des spécialistes se saisissent de ces questions-là pour une meilleure compréhension d'abord de l'opinion nationale dans son ensemble, mais aussi pour pouvoir permettre à l'État d'agir de façon plus efficace. En parlant justement des secteurs, en Guinée, quels sont les secteurs qui sont les plus touchés par cette corruption? Ah ben vous prenez je ne vous apprends rien, vous sortez, vous voyez les infrastructures routières qu'on a. Vous commencez par les routes, c'est là qu'il y a les gros investissements, c'est là qu'il y a des montants colossaux investis dans le secteur des infrastructures routières, mais passez voir vos routes. Les routes sont faites, un an après, vous ne trouvez plus la route sur place. Donc c'est des transactions importantes et des sommes importantes sont détournées dans ce secteur. Et récemment, on a vu ce qui s'est passé dans le secteur énergétique. Quand on vous dit, c'est que qu'à l'État ou soit petit, c'est vrai qu'on a l'électricité, mais quel est le prix qui a été payé et combien fallait-il payer? Vous prenez tout ce qui est infrastructure aujourd'hui, sanitaire ou d'autres types d'infrastructures d'une manière générale, vous vous rendez compte quand on vous dit les montants qui sont engloutis et vous voyez l'infrastructure réalisée, vous vous posez des questions. Et il n'y a pas très longtemps, au temps de Alpha Condé, et il avait pris une initiative qui était quand même bonne, c'était d'avoir la fête tournante dans les capitales régionales. Mais des montants, des sommes importantes ont été investies dans ces capitales régionales-là. Allez-y voir les résultats. Alors, je peux? Allez-y. Monsieur Barry, au-delà de la mise en place de la CRIEF et de l'existence de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, également de la loi L41 promulguée en 2017, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous les facteurs sont réunis pour justement lutter contre ce phénomène lorsqu'on sait exactement que les lanceurs d'alerte continuent jusqu'à présent d'être inquiétés? Oui, les lanceurs d'alerte doivent être protégés. Les lanceurs d'alerte doivent être protégés. Vous entendez parler tout à l'heure de la CENTIF. Tous ceux qui interviennent dans le cadre de la lutte contre la corruption doivent être protégés. Mais nous sentons quand même de la volonté politique réelle en ce moment. Et ça, il faut peut-être féliciter et remercier le CNRD pour les actions concrètes qui sont menées sur le terrain, puisque en tant qu'acteur de la lutte contre la corruption dans ce pays, depuis plusieurs années maintenant, c'est en tout cas maintenant qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a la corruption dans le pays et c'est là qu'on arrive à produire des résultats tangibles. Mais vous avez raison, et le pari n'est pas gagné. Il faut protéger les lanceurs d'alerte, mais il faut aussi continuer à traquer les bandits à col blanc. Il y a des gens encore haut perchés. Quand on vous dit tout ce qui se passe en termes de transactions, tout ce qui se passe par exemple dans le secteur minier, vous avez plusieurs secteurs aujourd'hui où les hauts cadres de l'État ont des dividendes, se font des dividendes sur le dos de l'État, sur le dos donc du contribuable guinéen et du développement de notre pays.
Alors, M. Barry, moi, je n'ai pas compris une décision, c'est le fait de rattacher ces structures importantes de lutte contre la corruption à la présidence de la République. Un. Deuxièmement, quelle pouvait être la place de la justice dans la lutte contre la corruption? Puisque je le dis pour la simple raison qu'on constate même au niveau de la justice des décisions achetées. Par exemple, quelqu'un qui vient s'octroyer un terrain illégalement peut fournir un document, arriver à la justice, vous voyez que la personne qui s'est rendue compte du faux document gagne le procès en première, deuxième instance, pourquoi pas le dernier recours. Donc, vous avez posé plusieurs questions, Lincoln, mais je vais commencer peut-être par le rattachement justement de l'agence anticorruption à la présidence de la République. Le problème, ce n'est pas le rattachement, le problème, c'est l'institution elle-même. Comment l'institution a été constituée? Vous savez, pour réussir la lutte contre la corruption, on l'a dit ailleurs, où on met en place un haut commissariat, où on met un comité national de lutte contre la corruption qui soit indépendant et qui soit formé d'acteurs qui ont une certaine provision, qui fonctionnent un peu à l'image de l'Assemblée nationale, et donc des cadres complètement indépendants et qui ont les moyens de leur politique. Ils peuvent être rattachés à la présidence, mais il faut qu'ils soient autonomes. Il faut qu'ils soient autonomes en termes de budget, qu'ils soient autonomes en termes de subventions, et que ce soit décidé au niveau de l'Assemblée nationale, que ce ne soit pas des dotations comme ça, mais que, deuxièmement, les gens qui sont, disons, nommés dans ces structures-là, surtout au niveau central, il faut que ce soit des personnes ou des personnalités connues en Guinée, mais aussi de par le monde. Vous mettez quelqu'un au niveau de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui n'est peut-être l'ombre que de lui-même, il n'est pas connu. L'agence de lutte contre la corruption, ou en tout cas les actions de lutte contre la corruption aujourd'hui, le gouvernement peut les réussir sans même mettre un sou. Il suffit justement de trouver des gens connus, qui ont une certaine probité, qui sont reconnus, qui peuvent mobiliser des fonds et qui peuvent aider le pays à gagner ce pari-là. Parce que l'argent existe, les fonds sont là. Il suffit justement de savoir taper à la bonne porte pour qu'on ait les ressources et qu'on puisse réussir à lutter contre la corruption. Vous avez parlé de l'affaire de terrain de l'habitat. L'habitat, le secteur, le ministère de l'habitat, le secteur de l'habitat est un secteur, on sait, qui est complètement gangréné par la corruption. Et la justice, vous l'avez dit aussi. Maintenant, pour revenir à cette institution forte-là, on peut avoir une institution. Vous savez, la lutte contre la corruption, il y a 4 piliers. Il y a la prévention, il y a la sanction, il y a le recouvrement des avoirs, il y a la coopération internationale. En termes de prévention, c'est vraiment du domaine principalement d'une agence de lutte contre la corruption, de la CNTIP et d'autres organes. Les sanctions doivent être appliquées par la justice. Vous avez le recouvrement des avoirs, donc ça c'est dans le cadre de la coopération avec le ministère des Finances. Donc il y a beaucoup d'institutions et de la coopération des affaires étrangères. Vous avez donc la coopération internationale également qui nous permet de devoir de récupérer des fonds qui sont à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de récupérer de l'argent frais ici. Mais qu'en est-il des montants qui sont quelque part dans les paradis fiscaux? Est-ce qu'on arrive à les traquer? Est-ce qu'on arrive à les récupérer? Et vous savez, aujourd'hui, c'est que le monde perd en matière de corruption. Donc, on n'a pas suffisamment de moyens pour l'instant pour lutter contre la corruption. On n'a pas suffisamment de moyens, mais on n'essaie pas non plus d'avoir les moyens. Nous devons avoir les moyens de notre politique. Et nous sommes un pays, c'est vrai que nous avons nos ressources, mais nos ressources sont limitées, puisque nous connaissons comment est notre budget, comment il est constitué. Sans le financement extérieur, ce n'est pas facile pour la Guinée. Et on peut mobiliser de l'argent à l'extérieur. Il suffit simplement de taper aux bonnes portes. Je disais dans une radio que je travaille par exemple à l'international et nous travaillons sur ces questions-là. On sait qu'il y a de l'argent et qu'on peut mobiliser cet argent-là pour le bénéfice de la Guinée, surtout qu'on a la volonté politique actuellement. Vous êtes un homme de Sérail, Yara, excusez-moi. Vous êtes un homme de Sérail. Tout ce que vous avez expliqué comme ça, peu de Guinéens l'expliquent. Pourquoi vous ne vous levez pas trouver un temps pour rencontrer le président qui a la volonté de lutter contre la corruption, faire une telle proposition? Peut-être que les jours à venir, on pourrait vous voir à la tête de cette structure et que vous pourrez apporter beaucoup à la Guinée. Mais vous avez raison. Écoutez, j'ai été appelé, je suis allé et je vais vous dire que des questions m'ont été posées. Et l'une des questions qui m'a été posée, qui m'a même... est-ce que vous êtes prêt à arrêter, par exemple, un tel si ce dernier était coupable de corruption? En fait, j'ai comme l'impression, et ce n'est pas mon avis moi seul, qu'en Guinée, on n'aime pas l'élite. Et c'est ça le problème. On n'aime pas l'élite et le système qui était là, quelque part, continue. Vous savez, les histoires de camaraderie, de copinage et autres. Quand vous venez, quel que soit votre CV, quel que soit votre rang, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous amène quelque part... Un parrain. Vous avez, voilà, on appelle ça parrain.
Parrain, voilà. Si vous n'avez pas un parrain, vous n'avez pas accès. Mais à l'international, nous sommes 8 à travailler sur ces questions-là. Je suis dans ce qu'on appelle Global Task Force. C'est le groupe mondial des experts qui travaillent sur les questions de lutte contre la corruption dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. J'ai été membre du comité d'audit de l'Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption qui est basée à Ottawa. Mais tous ces CV-là n'intéressent pas les gens. Alors, Monsieur Barry, vous parliez de volonté politique pendant cette période transitoire. Au-delà, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'incarner le bon exemple? Et ce bon exemple, est-ce qu'il ne devrait pas commencer par les membres du gouvernement qui devraient du CNRD, quand même du CNRD présenter leurs avoirs avant de commencer à exercer le pouvoir? Oui, normalement, on s'attendait à ce qu'il y ait une déclaration de leurs avoirs, de leurs biens avant leur prise de service. Mais ce n'est toujours pas tard. Il y a aussi des formes de vérifier s'ils se sont enrichis, parce que nous avons, comme on peut suivre, par exemple, les comptes bancaires. Ils ont réussi, par exemple, à gérer certains comptes bancaires. Mais on peut suivre aussi les comptes bancaires des communes de l'État et voir s'il y a une inflation à ce niveau-là. Donc, s'il y a un enrichissement disproportionné par rapport aux revenus que ces cadres-là sont supposés produire ou avoir. Donc, ce n'est toujours pas tard, c'est quelque chose qu'on peut rattraper. Et on peut aussi saluer le fait quand même que chaque cadre qui est nommé soit obligé d'aller devant le président de la transition ou le Premier ministre pour jurer. Ça, c'est important. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut mettre les moyens pour prévenir la corruption. Il ne faut pas attendre que la corruption se fasse pour pouvoir récupérer après. Donc, il faut plutôt agir, il faut plutôt prévenir. Et aujourd'hui, on peut le faire, on peut le réussir. Il y a les nouvelles technologies de l'information. Il y a tous les secteurs au niveau desquels on peut mettre, si vous voulez, des stratégies pour essayer de limiter considérablement alors les dégâts de la corruption. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Qui paye le lourd tribut? Ce sont les pauvres. Allez-y, oui. Alors, M. Barry. Les accidents, oui, allez. Terminez, allez-y. M. Barry, on sait que Transparency International est l'institution chargée de mesurer la corruption à l'échelle mondiale. Chaque année, cette organisation, en tout cas, publie le classement. La Guinée, en 2021, en tout cas, mes souvenirs me sont fidèles, était placée à la 150e position. Dites-nous aujourd'hui... 182 États. Voilà. Dites-nous aujourd'hui, c'est quoi un peu le mécanisme concernant l'indice de perception de la corruption en Guinée, par exemple? Puisque vous êtes à la tête aussi d'un institut de sondage à ce niveau. De sondage, oui. Ben, écoutez, j'ai travaillé longtemps avec Transparency International. J'ai eu à collaborer avec le professeur Lambsdorff qui est basé en Allemagne et qui a, si vous voulez, conçu cet indice-là. Nous avons travaillé ensemble. Donc, c'est pour vous dire vraiment que j'ai impliqué sur ces questions. Et j'ai eu à mesurer, justement, à travailler sur ces questions-là en Sierra Leone et au Libéria pour le compte de Transparency International. Il y a plusieurs façons de mesurer. Il y a l'indice de perception de la corruption, il y a le baromètre mondial de la corruption, et il y a d'autres indices aussi, par exemple par rapport au secteur minier. Maintenant, pour revenir à votre question sur l'indice de perception de la corruption, cet indice-là est mesuré à partir justement d'informations fournies par des personnes ou des personnalités considérées comme ayant une certaine probité morale qui résident dans le pays ou qui ont des affaires avec le pays. Ça peut être des diplomates, ça peut être des ressortissants du pays lui-même. Il y a un certain nombre de questions qu'on leur pose. Donc, ils répondent à ces questions-là et ces questions nous permettent justement d'aller justement à la mesure, en tout cas à produire cet indice-là par rapport au pays. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est la perception. C'est l'indice de perception de la corruption. On était donc sur la base de critères bien définis de toucher un certain nombre de personnalités ou de personnes connues, reconnues dans le pays, y compris des diplomates et d'autres personnalités des organisations internationales auxquelles on pose des questions. Et c'est à partir de ces données-là que nous arrivons à produire justement à mesurer cet indice-là et à classer les pays. Alors, Monsieur Barry, en 2021, la Guinée a régressé de 3 points. À l'allure où vont les choses sous cette transition, est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être rehausser ce niveau? Oui, le niveau, il me semble, en tout cas personnellement, je suis optimiste, peut-être que quand on va mesurer en 2023 par rapport à 2022, on risque de trouver des changements. Mais encore une fois, il y a tout ce qui se fait là, avec la CRIEF. Ben, ça doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale, parce qu'on a l'impression que ce sont des actions ponctuelles. Mais est-ce qu'elles sont durables? Elles ne le sont pas.
On ne réinvente pas la roue. Il y a des mécanismes, il y a des stratégies qui ont marché ailleurs. Nous avons, personnellement, j'ai été mandaté par la BAD, par exemple, pour aider Sao Tomé et Principe à avoir une stratégie de lutte contre la corruption et à mettre en place un plan d'action sur 5 ans. Et ça leur a permis d'avoir un financement sur 5 ans. Vous avez donc, tout ça ne s'invente pas. Ce qui se fait là, on voit, on essaie de voir, mais ça ne suffit pas pour que, justement, la note de la Guinée puisse s'améliorer. Effectivement, naturellement, ça compte, mais ce n'est pas suffisant. En parlant de la CRIEF, justement, est-ce qu'elle est sur la bonne voie? La CRIEF, oui, il me semble qu'elle est sur la bonne voie, mais sauf que, en tant que spécialiste, quand on dit que quelqu'un est coupable d'enrichissement illicite, c'est quoi l'enrichissement? Quand est-ce que cet enrichissement est illicite? Il faut déjà expliquer cela. Et tout ce qu'on les reproche, il faut que ce soit clairement défini. Bon, on a l'impression qu'il y a une sorte de fourre-tout concernant chacune des personnalités accusées. Donc à ce niveau-là, je pense que la justice doit faire, ou la CRIEF doit faire un travail beaucoup plus peaufiné, affiné, pour dire exactement ce que l'on peut reprocher à chacun. Mais on a l'impression que c'est un manteau qui est là, et c'est ce même manteau qui concerne tout le monde. Tout le monde ne peut pas être, si vous voulez, incriminé de la même façon avec les mêmes crimes. Donc je crois qu'à ce niveau-là qu'il y a du travail, ou peut-être qu'ils vont le faire plus tard, mais c'est important de dire par exemple que tel commis, oui, lui, c'est l'enrichissement, l'autre c'est le blanchiment d'argent, par contre ce dernier a reçu des pots de vin, etc., que ce soit plus clair. Et c'est avec qui il a reçu des pots de vin? On a vu l'exemple avec le Qatar, la ministre, la parlementaire européenne, ce qui s'est passé. Donc ça doit être précis, concret. C'est déjà un effort à saluer, mais je veux dire qu'on peut améliorer, et il y a des terrains pour améliorer ça. Et parlant de la prévention, quelles actions concrètes on peut mener, notamment auprès des citoyens pour lutter contre la corruption? Ils sont aussi concernés. Oui, les citoyens, bien sûr. Mais vous savez, il y a des actions concrètes qui sont menées, mais ce n'est pas suffisant. On peut commencer, par exemple, au niveau de tous les services publics. Les services publics qui offrent des services aux citoyens doivent normalement afficher les tarifs. On doit trouver les tarifs dans les centres de santé, on doit trouver les tarifs dans les hôpitaux, on doit trouver les tarifs même dans les cliniques privées, partout. Vous devez trouver les tarifs. Quand vous venez, la consultation, c'est 50 000, vous voyez que c'est écrit 50 000. On ne vous attend pas que vous soyez en face du médecin et que vous dites je vous consulte, mais c'est 200 000. Vous avez déjà payé de l'argent à l'accueil. Donc, ça, c'est des dispositions simples qu'on peut quand même prendre. D'accord? Et on doit pouvoir aussi, comme il y a un numéro vert, et ce n'est pas suffisant, il y a peut-être plusieurs autres approches aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, peut-être que je ne vais pas développer ici, qu'on peut utiliser pour pouvoir, si vous voulez, rapporter l'information ou les faits de corruption qui se sont passés dans les services publics. Vous allez aujourd'hui, quelqu'un, je crois que c'est Lincoln qui a parlé de l'habitat des terrains, vous avez aujourd'hui besoin d'un titre foncier, vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin d'une carte d'identité. Tout ce qui vous amène vers l'État, vous êtes obligé, que vous le veuillez ou pas, de payer quelque chose. Mais ces informations, même si elles sont rendues publiques, même si elles sont affichées, on a quand même l'impression parfois aussi que les citoyens contribuent à entretenir le fléau. Quand je prends l'exemple en ce qui concerne la vaccination, par exemple, des enfants dans nos structures sanitaires, même sur le carnet, c'est bien mentionné que c'est gratuit, mais pourtant, tout le monde prend le temps de payer. Oui, vous savez, il faut d'abord commencer par afficher les tarifs, c'est important, mais aussi il faut éduquer les citoyens. Ailleurs, ça se fait, les ONG, c'est leur travail. Ici, il y a suffisamment de ressources. Si on a un organe fort de lutte contre la corruption, on peut mobiliser les ressources et permettre aux ONG d'aller vers les citoyens, d'informer les citoyens, de leur dire c'est quoi leurs droits. Quand vous allez devant un commis de l'État, parce que vous savez, la plupart de nos compatriotes ne sont pas instruits, ils n'ont pas été à l'école. Il y a plus de 5%, 50%, 60% d'analphabètes dans le pays. Et ces personnes ont besoin d'explications, qu'on leur dise comment ils doivent se comporter. Donc, on a besoin de mettre de l'argent à la disposition, justement, des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la gouvernance pour pouvoir aller sensibiliser, informer et dire voilà vos droits. Quand vous allez dans les structures publiques, voilà ce que vous devez faire. Quand vous voyez un agent public de l'État, vous ne devez pas avoir peur de lui. Voilà ce que vous devez faire. Un agent public de l'État ne peut pas venir vous retirer votre vache. Il ne peut pas vous demander de lui donner une vache ou de lui donner, c'est pas, en tout cas, une chèvre parce que vous avez le baptême de votre enfant. Mais les populations ne savent pas. On tombe sur elles. Il faut donc sensibiliser. Il faut sensibiliser. Et vous êtes là, les médias, vous pouvez aider dans ce domaine-là. C'est ça, je dis que tout
tout ce qu'on est en train de faire là est important, mais ça doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie plus globale, qui peut être durable par le gouvernement guinéen, mais aussi, voilà, et durable. Alors, M. Barry, vous l'aviez dit, pour lutter contre la corruption, il faut justement passer par un changement de comportement. Comment faudrait-il aujourd'hui stimuler cela chez le citoyen lorsqu'on sait que les habitudes ont forcément la peau dure? Vous savez, la meilleure façon de diriger, c'est par l'exemple. C'est par l'exemple. C'est très important. C'est-à-dire que si l'élite donne l'exemple, si nos dirigeants donnent l'exemple, tout le monde va suivre ces exemples-là. Il suffit par exemple que nous qui sommes dans les voitures, qui conduisons dans les voitures, par exemple, qu'on refuse de déposer, c'est pas moi, et quand on a consommé une banane, la peau de banane, qu'on la jette dehors. À partir de la voiture, vous voyez des gens qui jettent tout ce qu'ils ont à jeter là, ils jettent sur la route. Nous-mêmes, nous donnons cela et nous voulons que les autres ne le fassent pas. Nous devons, quand je parle de l'élite, je ne parle pas forcément des dirigeants, mais de tous ceux qui sont considérés comme étant, si vous voulez, des mentors ou des personnes qui sont des personnes respectées. Nous devons donner l'exemple. L'exemple doit venir d'en haut. C'est-à-dire que l'exemple doit venir d'en haut. Aujourd'hui, les autorités sont en train de donner l'exemple. Mais naturellement, il y a du travail en leur propre sein. Mais aussi au sein de l'appareil gouvernemental. Ils ont commencé déjà, vous avez cité le cas du ministre des infrastructures, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres ministères qui sont peut-être concernés et peut-être qu'on aura d'autres informations sur ces ministères-là. Il y a des dossiers qui ont été, qui sont encore pendants devant la CRIEF. Ce n'est pas encore fini, mais je sais qu'il y a plusieurs autres dossiers, certainement, qui vont éclater au jour et nous serons de plus informés davantage sur ce qui s'est passé dans notre pays. Oui, Khalil, pour terminer. Je dis, est-ce que vous avez la même perception que moi? En Guinée, on confond aujourd'hui la notion de corruption à celle de détournement, ou si vous voulez, on a pris tous les crimes économiques et on les considère comme étant des faits de corruption. Ah oui, vous savez, la corruption en Afrique est révèle 7 formes. Et parmi les 7 formes, il y a le détournement. Le détournement des deniers publics, c'est la forme la plus grave de la corruption. La corruption, c'est l'abus d'une position publique, d'un pouvoir public ou d'une fonction publique à des fins personnelles ou des fins privées. Parce que vous êtes un commis de l'État, vous êtes haut percé quelque part, vous demandez des pots de vin, vous demandez de l'argent pour des services pour lesquels des services que vous devez rendre. Ou alors pour octroyer un contrat, d'accord, à une société qui doit travailler par exemple dans le secteur minier, ou à une société qui doit avoir un contrat dans le cadre des infrastructures routières, vous demandez des pots de vin. Et c'est la forme la plus grave, parce que là, c'est des milliards. Ce qui se passe dans les structures de santé, dans les écoles, c'est vrai, c'est ce qui est plus visible quand un policier prend 5 000, 10 000. Mais ceux qui sont au perché, au niveau des contrats miniers, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Il suffit simplement de demander 10%. Donc, on fait déjà, voilà. Merci beaucoup à vous, Aliou Barry. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Stade Vue International. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Un mot. J'ai un petit commentaire par rapport à cette histoire de lutte contre la corruption. Nous savons que la Convention des Nations Unies a adopté la lutte contre la corruption le 31 octobre 2023. Et vous le savez aujourd'hui que la corruption quand même... 2003, pardon. Excusez-moi, 2003, la Convention des Nations Unies de la lutte contre la corruption a été adoptée le 31 octobre 2003. Pardon. Alors, la corruption aujourd'hui sape un peu les institutions démocratiques, provoque ce qu'on appelle l'instabilité politique, mais aussi le ralentissement de l'activité économique. Et ça, dessus, je vais m'apaisantir, puisque vous le savez, selon les statistiques fournies, plus de 500 milliards de francs guinéens échappent donc chaque année au contrôle du trésor public. C'est une manne importante, c'est une manne financière importante. C'est un chiffre qui fait froid au dos. Alors que nous savons aujourd'hui, l'État, pour faire face à ces politiques de développement, a besoin de ressources financières importantes pour construire des routes, construire des structures sanitaires et lutter contre le chômage. Mais de l'autre côté, si vous prenez aujourd'hui, en tout cas, cette corruption qui gangrène l'administration guinéenne, où plus de 500 milliards de francs guinéens échappent chaque année au trésor public, ça veut dire que vous ne permettez pas à l'État de faire face à ces politiques de développement. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir de plus en amont, mais je pense qu'il faut en tout cas faire de la lutte contre la corruption une bataille
qui doit être forcément gagné. Vous allez poursuivre ce débat dans l'émission économie de notre radio. On s'arrête là pour aujourd'hui. Grand merci à l'équipe technique Tcherno Hassan Diaoune, Silla Mamadou, Ibrahim Silla, assisté de Salimatou Diarouba, de Saramba et de Fatoumata Bari. Grand merci également à Yaya et Mustafa Viki qui ont réalisé cette émission. Demain, nous reviendrons forcément sur la prise de parole de Dadis Camara qui a donc commencé déjà à livrer sa part de vérité au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Au revoir.